La bataille de la mer de Corail, du 4 au 8 mai 1942, est le premier affrontement naval mené uniquement par l'aéronaval. Les États-Unis y stoppent l'opération japonaise MO visant Port Moresby et, par ricochet, l'Australie. Le Shōho est coulé, le Shokaku gravement endommagé et le Zuikaku saigné en équipage, tandis que les Américains perdent le Lexington et réparent le Yorktown. Le convoi japonais est rappelé. Tactiquement disputé, mais stratégiquement favorable aux Alliés, la bataille protège la liaison USA-Australie, confirme la primauté du porte-avions, reconnaissance, radar, CAP, damage control, et prépare Midway, puis Guadalcanal. La mer de Corail en 1942, la bataille qui stoppe l'élan japonais. Alors pourquoi la mer de Corail en 1942 est-elle décisive ? Eh bien, la mer de Corail en 1942 marque un tournant, parce que pour la première fois, deux flottes, donc USA contre Japon, s'affrontent sans se voir, uniquement via leurs porte-avions et leurs avions embarqués. Cette bataille empêche la prise de Port Moresby, freine l'expansion nippone et prépare la victoire américaine à Midway. Elle s'inscrit au cœur de la guerre du Pacifique, dont elle change l'équilibre stratégique. Enfin, son héritage tactique annonce la campagne de Guadalcanal, où l'attrition entamera durablement les forces japonaises. Contexte et enjeux. Après Pearl Harbor, un axe sud vers l'Australie. Début 1942, le Japon contrôle un vaste arc-boutant, Indochine, Malaisie, Inde néerlandaise, Philippines. La prochaine étape, menacer l'Australie en neutralisant Port Moresby en Nouvelle-Guinée. Si la ville tombe, les routes maritimes entre États-Unis et Australie sont compromises et donc la défense alliée au sud du Pacifique s'effrite. Mais pourquoi Port Moresby change tout ? Eh bien, par sa nature. Parce que voyez-vous, Port Moresby offre un aérodrome avancé d'où l'aviation nippone pourrait frapper la côte nord de l'Australie et couvrir des convois. A l'inverse, sa tenue par les Alliés protège la ligne logistique USA-Australie et sert de tremplin pour reprendre l'initiative. Le plan MO, Tulagi, puis Port Moresby. L'état-major japonais lance l'opération MO, occuper Tulagi comme écran avancé, puis débarquer près de Port Moresby sous la couverture des porte-avions Shokaku et Zuikaku et puis le léger Shōho. La flotte est puissante mais dispersée entre groupes de couverture, transport et soutien. Avant la mer de Corail en 1942, un paradigme aéronaval. Depuis fin 1941, la guerre a basculé vers l'aéronaval. La mer de Corail en 1942 va confirmer que l'arme décisive est le groupe aérien embarqué et pas le duel d'artillerie. Cela favorise les marines capables de détecter vite, frapper loin et régénérer leurs escadrilles. Le renseignement décrypté pour anticiper. Les Américains interceptent et interprètent des éléments de communication japonaises. Ils identifient l'axe MO et concentrent la Task Force 17 du contre-amiral Fletcher, avec les porte-avions notamment Yorktown, Lexington. Cette avance informationnelle, confirmée ensuite à Midway, compense une infériorité numérique locale. Un théâtre immense et une météo capricieuse. La mer de Corail est vaste, elle est jalonnée d'îles et de récifs. La couverture nuageuse, fréquente au mois de mai, masque ponctuellement les flottes. Ainsi, reconnaissance et timing deviennent aussi cruciaux que la puissance de feu. Un repérage manqué peut sauver un porte-avions ou bien condamner un convoi. Contraintes logistiques et usure. Chaque sortie d'avion consomme carburant, bombes et pilotes expérimentés. Et c'est là le problème du Japon. Parce que le Japon ne dispose pas de personnel très aguerri. Alors, il dispose de personnel très aguerri, mais très difficile à remplacer en fait. Les États-Unis, eux, montent en puissance industrielle. La bataille qui s'annonce pèsera autant sur les capacités de régénération que sur le tonnage coulé. Risque calculé côté japonais. Le plan MO suppose que les porte-avions alliés ne convergeront pas à temps. C'est un pari, car si l'escorte du convoi Port Moresby est clouée au sol ou éloignée, le débarquement devient vulnérable. Le commandement nippon cherche donc à attirer et frapper les carriers américains avant l'assaut. La réaction alliée, interdire la mer d'approche. Fletcher vise l'interception. Garder le contact, frapper le Shōho
si l'occasion se présente, puis empêcher l'écran aérien d'opérer librement au-dessus du convoi. L'objectif politique est clair, empêcher la chute de Port Moresby et prouver que l'expansion japonaise peut être stoppée. Et ce dernier point est non des moindres. Enchaînement stratégique vers Midway et Guadalcanal. Si l'offensive nippone cale ici, l'initiative bascule. En juin, la bataille de Midway brisera l'aile porte-avions japonaise, ouvrant la voie à Guadalcanal. La mer de Corail en 1942 est donc la première brique de ce renversement. Forces et innovations. Porte-avions engagés, 2 contre 2, plus un léger. Donc côté américain, on a le Task Force 17 qui aligne le Workton CV5 et le Lexington CV2. En face, le Japon déploie le Shokaku, le Zuikaku et le Petit Shoho pour couvrir l'opération MO, bien sûr. Cette opposition symétrique place la mer de Corail en 1942 au cœur d'un duel de groupes aériens embarqués. Les groupes aériens, profils et spécialités. Alors du côté de l'US Navy, on a des chasseurs F-4F, Wildcat, bombardiers en piqué SBD Dauntless, des torpilles TBF, TBD. Et au niveau de la marine impériale japonaise, on a des chasseurs A6M0, des bombardiers en piqué D3 à Val et des torpilleurs B5N Kate. Les Américains misent sur le piqué précis des SBD, les Japonais excellent plutôt dans la coordination torpille plus piqué, redoutable contre les coques non blindées. Radar et veille aérienne, un léger avantage américain. Les porte-avions US disposent de radars d'alerte lointaine et d'une direction de chasse centralisée. Cela améliore la CAP, donc la patrouille de combat aérien, et prévient certaines surprises. Les Japonais, sans radar équivalent en 1942, s'appuient sur l'observation visuelle et des patrouilles étagées très expérimentées. Reconnaissance. Hydravion, PBY et Search Arcs. La découverte de l'ennemi repose sur des arcs de recherche lancés à l'aube. Hydravion de croiseur, PBY Catalina allié et appareil embarqué. Une erreur de cap ou de météo et tout bascule. À la mer de Corail en 1942, plusieurs rapports contradictoires influenceront le tempo des frappes. La doctrine de frappe, deckload et synchronisation. Le Japon pratique volontiers des deckload strikes massifs. Les Américains alternent piqué-torpille en vagues coordonnées. Dans les deux camps, le timing d'armement, le ravitaillement et la protection au-dessus du pont d'envol conditionnent la survie du porte-avions. Escorte de surface, AA, rideau de destroyers et croiseurs. Alors croiseurs lourds et destroyers forment un écran anti-aérien. Veille, fumigène, tir de barrage, récupération des équipages. Pas de duel d'artillerie majeur ici, mais une défense de points capitale pour préserver les porte-avions, centre de gravité des flottes. Logistique, carburant, munitions et pilotes. Chaque sortie use des ressources rares. Réservoirs, bombes, torpilles, mécaniciens et surtout pilotes expérimentés. Le Japon a l'élite, mais des remplacements lents. Les États-Unis montent en puissance industrielle. Dès lors, l'attrition qualitative devient une donnée stratégique. Force et limites, un équilibre fragile. Alors, on va prendre les atouts des US, le radar, SBD efficace, dommage-contrôle rigoureux et coordination croissante, apprise à Midway. Les atouts japonais, c'est plutôt des pilotes aguerris, une excellente doctrine combinée, frappe initiale puissante et un zéro très manœuvrant. Les limites communes aux deux, le brouillard opérationnel, la météo capricieuse et l'usure des ponts d'envol et des personnels. Plan japonais et réaction américaine. L'opération MO, couper l'Australie des États-Unis. Le plan japonais vise Port Moresby pour contrôler la Nouvelle-Guinée et menacer l'Australie. L'opération MO prévoit un écran aéronaval couvrant un convoi de débarquement. Et dans ce schéma, la mer de Corail en 1942 doit devenir un piège, attirer les porte-avions américains, puis les frapper avant l'assaut final. 2 volets coordonnés, Tulagi comme avant-poste. Premier volet, donc déjà occuper Tulagi dans les îles Salomon, pour y installer hydravion et reconnaissance avancée. Et le second volet, c'est approcher Port Moresby sous la bulle de protection des Shokaku, Zuikaku et le léger Shoho,
Et si l'ennemi tarde, le convoi débarque. S'il accourt, les groupes aériens nippons doivent normalement l'écraser. La réaction américaine, interdire la route de Port Moresby. Côté allié, Nimitz concentre la Task Force 17 de Fletcher avec Yorktown et Lexington. L'objectif, casser l'écran aéronaval, détruire si possible le Shoho et désorganiser le calendrier japonais. Cette logique s'inscrit dans le fil de la guerre du Pacifique. Tenir la ligne USA-Australie et empêcher l'ennemi d'installer des bases. Renseignement et pari sur le tempo. Grâce aux interceptions, les Américains soupçonnent l'axe Mo. Ils devinent les fenêtres météo, anticipent des raids sur Tulagi et placent leur porte-avions pour surprendre. À la mer de Corail en 1942, la bataille du tempo compte autant que la force brute. Qui repère, qui en premier, ça décide souvent du résultat. Doctrine opposée, frappe unique ou usure éclair. Le Japon, lui, préfère la frappe décisive, en une ou deux vagues massives. Les Américains acceptent une usure rapide, multiplier les recherches, saisir toute fenêtre pour un coup au but, notamment au piquet SBD, et ces choix doctrinaux se retrouveront à la bataille de Midway quelques semaines plus tard. Ce que chacun veut obtenir. Alors le Japon, il veut neutraliser les porte-avions US locaux, couvrir le convoi, prendre Port Moresby et sécuriser Tulagi. Et les États-Unis, c'est assez simple, sauver Port Moresby, couler au moins un porte-avions ennemi et préserver leurs équipements et gagner l'initiative. Un effet domino recherché. Si Port Moresby tient, les Alliés peuvent lancer l'attrition qui mènera à Guadalcanal. Inversement, si le Japon réussit, l'Australie est menacée par les liaisons alliées et les liaisons alliées s'allongent dangereusement. La mer de Corail en 1942 devient ainsi un verrou stratégique. Donc les combats, reprenons l'historique, ça dure du 4 au 8 mai 1942. Alors du 3 au 4 mai, Tulagi est sous les bombes. Le 3 mai, un détachement japonais occupe Tulagi pour y installer une base d'hydravions. Le 4 mai, l'URSS Yorktown fonce sur l'objectif. Attaques en piqué successives, sur mouillage et installation. Plusieurs navires auxiliaires sont coulés ou gravement endommagés et l'avant-poste est désorganisé. La mer de Corail en 1942 s'ouvre ainsi par un coup d'arrêt américain qui prive l'opération Mo d'une reconnaissance avancée fiable, NHHC. Le 7 mai au matin, méprises croisées et drames séparés. Le brouillard de guerre joue à plein. Des rapports confus entraînent des frappes mal orientées. Les avions japonais, croyant attaquer un porte-avions, détruisent le destroyer Sim et l'avitailleur Neosho. De leur côté, les Américains ne trouvent pas d'emblée le Shokaku Zuikaku, mais localisent par contre le porte-avions léger Shoho qui couvre le convoi vers Port Moresby. Donc le 7 mai dans l'après-midi, Scratch One Flat Up. Les Dauntless et torpilleurs US frappent en vagues coordonnées, le Shoho encaisse, torpille et bombe, chavire et coule rapidement. Le message célèbre Scratch One Flat Up signale la première perte de porte-avions japonaise de la guerre. Stratégiquement, l'écran du convoi est percé. Psychologiquement, la mer de Corail en 1942 montre qu'un carrier peut tomber en quelques minutes. Et ça, c'est important. Le 8 mai, donc le lendemain, un duel décisif entre flottes de porte-avions. Au matin, chaque camp localise l'autre presque simultanément. Les Japonais lancent une frappe concentrée qui touche durement l'USS Lexington. Des explosions de vapeur d'essence condamnent le navire qui sera sabordé dans la soirée. L'USS Yorktown est endommagé mais reste manœuvrant. En retour, les Américains criblent le Shokaku de bombes. Son pont ruiné l'éloigne des opérations pour des semaines. Tandis que le Zuikaku perd beaucoup de pilotes et d'appareils. Alors le bilan tactique du 8 mai, perte US, le porte-avions Lexington est perdu, des dégâts sur le Yorktown, qui sera réparé en hâte et engagé à Midway, et des pertes aériennes notables. Au niveau des pertes japonaises, le Shoho est coulé, le Shokaku est gravement endommagé, et le Zuikaku est affaibli par l'attrition de ses groupes aériens. Conséquence immédiate, Port Moresby est sauvé momentanément. Sans couverture de porte-avions, le convoi japonais vers Port Moresby est rappelé. Sur le plan strictement matériel, l'ennemi a coulé un porte-avions américain. Mais sur le plan opérationnel, l'objectif central de l'opération Mo est manqué. La mer de Corail en 1942 bloque l'axe sud et ouvre la séquence Midway-Guadalcanal
qui inversera durablement la dynamique. Alors, les pertes et bilans, on va déjà parler des navires perdus ou neutralisés. Alors, côté japonais, on a des porte-avions légers, donc Shoho, coulés le 7 mai, Shokaku gravement endommagé, donc pont d'envol hors service, qui ne permet pas aux avions de décoller, et Zuikaku privé d'une part importante de ses groupes aériens. Plusieurs bâtiments auxiliaires touchés autour de Tulagi. Côté américain maintenant, le porte-avions USS Lexington perdu le 8 mai, des explosions de vapeur, d'essence puis sabordage, l'USS Yorktown endommagé mais opérationnel après quelques réparations express. Il combattra d'ailleurs à Midway. Le ravitailleur Neosho et le destroyer Sims coulés le 7 mai. Attrition aérienne et équipage. Des deux côtés, la mer de Corail 1942 coûte cher en appareil et en pilote. Toutefois, l'impact qualitatif pèse davantage sur la marine impériale. Les escadrilles japonaises perdent des équipages qui sont vraiment expérimentés et qui sont beaucoup plus difficiles à remplacer que ceux de l'US Navy, en pleine montée industrielle et doctrinale. Donc la lecture des résultats tactiques, opératifs et stratégiques. Donc sur le plan tactique, le Japon peut revendiquer plus de tonnage coulé, perte d'un grand porte-avions américain. Sur le plan opératif, l'objectif MO est manqué, le convoi vers Port Moresby est rappelé faute de couverture de porte-avions. Et sur le plan stratégique, les Shokaku et les Zuikaku sont absents de Midway. L'US Navy conserve l'initiative et protège la liaison USA-Australie dans la guerre du Pacifique. 3 enseignements opérationnels, la priorité au repérage. La bataille se décide à distance, un bon plot de reconnaissance vaut parfois une escadre. Radar plus cap. L'alerte radar et la patrouille de chasse améliorent la survivabilité des porte-avions US. Et le damage control, la maîtrise des incendies et des vapeurs d'essence devient vitale. Le Lexington en fournit la démonstration tragique. Un paradoxe pédagogique. La mer de Corail en 1942 est souvent décrite comme une victoire tactique japonaise, mais une victoire stratégique alliée. Dit autrement, le Japon frappe plus fort sur le coup, mais perd la campagne visée, Port Moresby, et affaiblit sa force de porte-avions à la veille de Midway, ce qui change le cours de la guerre. Donc on va parler maintenant de la portée stratégique et des suites. Un résultat stratégique en faveur des Alliés. Même si l'USS Lexington est perdu, la mer de Corail 1942 empêche l'opération MO d'atteindre son but. Port Moresby tient. Par conséquent, la liaison USA-Australie demeure ouverte, ce qui stabilise le front sud de la guerre du Pacifique et permet aux États-Unis d'accumuler hommes, matériel et aérodromes. Le coup d'opportunité japonais avant Midway. Les dégâts sur le Shokaku et l'attrition du Zuikaku privent la flotte japonaise de 2 porte-avions à Midway. Ainsi, l'équilibre de force s'en trouve vraiment modifié. La bataille suivante ne se joue pas seulement sur l'audace américaine, mais aussi sur l'usure accumulée en mer de Corail. Et ça, c'est un verrou pour l'Australie et la Nouvelle-Guinée, parce que Port Moresby n'est pas pris par la mer. Le Japon doit contourner par la terre, s'en suivent les combats de piste, Kokoda, et la défense de Min Bay. De plus, les Alliés disposent d'un tremplin pour des contre-offensives aériennes qui compliquent la logistique nippone, dans le nord de l'Australie et en Papouasie. Conséquence doctrinale, l'ère du porte-avions assumé. La mer de Corail en 1942 confirme que l'aéronaval décide du sort des flottes. Dès lors, la CAP, le radar, la dispersion des groupes et la damage control deviennent des priorités. Cette bascule annonce des choix opérés à Midway puis à Guadalcanal. Au niveau de la psychologie et de la propagande, l'invincibilité perçue de la marine impériale est ébréchée. Inversement, l'US Navy gagne en confiance malgré une perte lourde. Ainsi, l'opinion publique australienne respire. L'ennemi n'a pas percé. Et, côté américain, l'idée qu'on peut arrêter puis battre la flotte japonaise s'enracine. Un maillon d'une séquence gagnante. De Tulagi à Port Moresby, puis jusqu'à Guadalcanal, la dynamique s'inverse pas à pas. En somme, la mer de Corail n'est pas une fin, c'est l'ouverture d'un cycle d'attrition qui, combiné à la supériorité industrielle alliée, renverse l'initiative.